Madame Hallas a beaucoup travaillé, s'est intéressée très activement à des sujets qui, en général, n'ont pas la faveur du corps médical parce que, si vous me permettez l'expression, ce n'est pas très flashy. Ce sont des domaines difficiles où les succès, quand ils existent, s'acquièrent à la durée. C'est celui du problème de la réhabilitation des affections chroniques, des douleurs chroniques. Elle l'a fait avec beaucoup de lucidité et de clairvoyance et en même temps beaucoup de cœur. Et pour en parler, Anne-Françoise Hallas m'a toujours impressionné par la justesse des mots et la qualité de l'expression pour décrire des problèmes difficiles. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous allons suivre sa conférence sur les douleurs chroniques, une fatalité, point d'interrogation. Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Je suis très flattée par l'introduction qui est faite par un de mes maîtres, donc il faut que je sois à la hauteur de ce qui vous est proposé. Je suis impressionnée par le nombre de personnes qui sont là et je pense que c'est dû à l'importance du domaine de la douleur dans la vie de chacun. Donc la proposition que je vous fais, c'est de se poser la question ensemble de savoir si les douleurs chroniques sont ou non une fatalité. Alors d'abord, est-ce que les douleurs chroniques sont fréquentes? La réponse est tout à fait clairement oui. Et lorsque l'on regarde les études qui ont été faites en Europe, il y a un certain nombre d'études relativement récentes, notamment une qui est parue en 2006, qui ont été faites en Europe. Ici, un extrait de cette étude qui est paru plus tôt, qui a été celui de la Suisse. On voit que 20% environ des personnes adultes en Europe souffrent de douleurs chroniques. La définition qui a été donnée lors de cette étude, c'est une étude qui a été faite par téléphone chez des gens qui sont à domicile, donc pas chez des gens hospitalisés, mais le tout venant de la population. Et la définition était: avez-vous des douleurs pendant plus de 6 mois? Avez-vous eu des douleurs pendant le mois passé? Et avez-vous eu des douleurs durant la semaine passée? Réponse, 20% des adultes européens environ. Cela est différent d'un pays à l'autre, ça va de 16 à 25%. Il y a clairement une augmentation des douleurs chroniques avec l'âge, et les douleurs liées à l'âge sont le plus souvent ostéo-articulaires, de l'os et des articulations, ça ne vous étonnera pas. Si l'on regarde les populations âgées de plus de 62 ans en Suisse, on voit que plus de 40% des gens répondent « oui, j'ai des douleurs » qui correspondent à cette définition-là. Donc un chiffre très impressionnant. En plus d'être fréquentes, les douleurs occupent la vie quotidienne des gens qui ont mal. Et vous voyez que chez les patients qui souffrent de douleurs qui ont été interrogés, ça c'est la population suisse qui souffre de douleurs chroniques, on voit que 40% des gens environ souffrent de douleurs constamment, un tiers tous les jours et 26% plusieurs fois par semaine. De plus, les gens qui souffrent depuis longtemps, et vous voyez que les chiffres là aussi sont vraiment tout à fait impressionnants, puisque la durée moyenne des douleurs dans l'étude suisse est de 8 ans, que 2 tiers des gens ont des douleurs qui durent entre 2 et 15 ans, c'est vraiment long, et 26% des gens ont des douleurs depuis plus de 20 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que la douleur? Au fond, bien sûr, on sait tous ce que c'est que la douleur. On l'a tous expérimenté d'une manière ou d'une autre, même si ça n'est pas de manière chronique. Et je ne sais pas si vous vous êtes donné le temps, une fois, de vous arrêter sur ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que la douleur? Alors, je ne vais pas vous demander de manière interactive de me répondre et qu'on en discute, parce qu'on n'a pas le temps et ça n'est pas la place pour faire ça. Mais réfléchissez-y 30 secondes. Quelle est votre définition de la douleur? Voilà, je vous donne la définition qui est donnée par l'Association internationale d'études de la douleur, qui s'appelle l'IASP, qui est une association qui comprend des gens de toutes les formations, que ce soit
des médecins, que ce soit des psychologues, des anthropologues, des sociologues. Et l'Association internationale pour l'étude de la douleur est une association extrêmement active qui cherche à mieux comprendre ce qu'est la douleur. Sa définition est la suivante. La douleur est une expérience sensorielle, donc des sens, et émotionnelle, désagréable, correspondant à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes. Alors je ne sais pas si ça correspond à la définition que vous étiez mise dans la tête de la douleur. Je vais peut-être aller un peu plus loin sur ces termes-là. Donc là, c'est de cette même définition, prenons-la un petit peu terme à terme. La douleur est une expérience sensorielle, des sens, on sent quelque chose quand on a mal, et émotionnelle. Je crois que ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. J'y reviendrai notamment sur les circuits neurologiques de la douleur, qui montrent que la douleur existe à la fois au niveau du cortex, du cerveau sensoriel, mais aussi au niveau du cerveau des émotions, du cerveau affectif. Donc une expérience sensorielle et émotionnelle, c'est un point important. C'est une expérience subjective du sujet, du ressenti du sujet. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut objectiver, avec des nuances sur lesquelles je reviendrai aussi. Vous voyez ici, quand on dit une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable, décrite en de tels termes, ça veut dire que dès qu'une personne dit « j'ai mal », la douleur est réelle et on ne peut pas la mettre en question. Et je crois que ça, c'est un des points tout à fait importants de cette définition. Donc, quelle que soit la présence ou la non-présence de lésions pour expliquer la douleur est présente quand quelqu'un dit qu'il a mal. Et puis enfin, c'est une expérience universelle qui existe à travers les âges et les cultures, du nourrisson à la personne âgée. Tout le monde ressent de la douleur. Dans toutes les races et dans toutes les cultures, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui existe et qui est décrite de manière différente d'une personne à l'autre, mais qui existe à travers âge et culture. Alors, quels sont les mécanismes de la douleur? Il m'a paru important de s'arrêter sur les mécanismes de la douleur pour mieux comprendre quelles peuvent être les manières de s'occuper d'un problème douloureux par la médecine ou par les moyens de physiothérapie. Ici, vous avez un schéma compliqué. Rassurez-vous, je vous ai fait un schéma plus simple un peu plus loin, mais c'était juste pour vous montrer aussi que l'on était dans un domaine de la complexité. C'est-à-dire que la douleur aujourd'hui n'est pas du tout « je me suis pris le doigt dans la porte et puis j'ai mal ». C'est une histoire qui est uniquement sensorielle. C'est beaucoup plus compliqué. Les voies de conduction de la douleur sont compliquées, on les connaît de mieux en mieux, mais plus on les connaît, plus on voit que c'est compliqué. Alors, essayons de simplifier. On connaît les récepteurs de la douleur qui existent, disons dans mon doigt. Lorsque je me pince le doigt ou lorsque je me brûle, nous le savons tous, nous avons des sensations cutanées. Et puis, nous avons des voies qu'on appelle ascendantes, qui montent dans le cerveau, qui facilitent la transmission du message douloureux. Alors ici, c'est schématisé par ces voies qui sont ici en rose, qui montent depuis l'endroit qui fait mal, disons mon doigt que je me suis pincé, et qui montent à la fois vers le cortex qui correspond à mon doigt dans le cerveau et dans le cortex qu'on appelle dans le cerveau affectif ou le cerveau des émotions. Il y a toujours cette double envoi du message vers la sensation et vers l'affectif. Et puis, il y a des voies descendantes qui sont ici dessinées en bleu. Ces voies descendantes, ce sont des voies qui inhibent le message douloureux, qui diminuent la transmission du message douloureux, qui bloquent ou empêchent la transmission du message douloureux. Donc nous avons des voies ascendantes qui transmettent le message et nous avons des voies descendantes qui bloquent le message douloureux. Quand le message, disons, monte au cerveau, pour dire les choses simplement, énormément d'interconnexions entre les neurones à divers niveaux ont lieu. Et c'est la même chose pour les voies inhibitrices qui diminuent la transmission du message douloureux. Il y a énormément de connexions entre les cellules nerveuses qui participent à bloquer
le message douloureux. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui dans la neurophysiologie ultramoderne la matrice de la douleur, pain matrix. Il y a dans notre cerveau et dans notre système nerveux tout un système de connexion des neurones qui permettent la facilitation ou la diminution du message douloureux. Et puis enfin, il y a un phénomène extrêmement important qui est celui de la mémoire de la douleur. La douleur laisse des traces dans les circuits nerveux et lorsque quelqu'un a eu mal, cette douleur laisse une trace chimique ou neuronale dans les neurones. Donc il existe passablement de théories aujourd'hui autour de la mémoire de la douleur et peut-être que vous-même vous avez eu cette expérience qu'il arrive que par exemple lorsque vous vous êtes brûlé, c'est peut-être là où c'est le plus fréquent, on se brûle, la douleur disparaît, mais 2 ou 3 jours plus tard, alors que la brûlure semble avoir disparu, la douleur de la brûlure a disparu, vous mettez votre main vers un endroit chaud et la douleur revient. Donc ces expériences-là, on les a peut-être vécues d'une manière minimale. C'est en tout cas quelque chose qui est beaucoup discuté aujourd'hui par les découvertes de ce qu'on appelle les neurosciences, que ce soit l'imagerie cérébrale ou que ce soit les travaux des neurologues sur la physiologie du système nerveux et en particulier de la douleur. Alors maintenant, je vous résume ça de manière beaucoup plus schématique et visuelle. On est toujours sur le même schéma. Ici, on a le cerveau. Ici, on a la lésion, mon doigt que je me suis pincé dans la porte, qui va passer dans la corne postérieure de la moelle épinière. Ça n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est que cet endroit est une sorte d'ordinateur qui fait une intégration des messages douloureux, ceux qui facilitent la transmission de la douleur et ceux qui inhibent. Il y a là un gros travail de filtre, si l'on peut dire, dans les cornes postérieures de la moelle, à tous les niveaux de notre moelle épinière. Et puis, il y a des fibres ascendantes qui vont au cortex qu'on appelle sensoriel, l'endroit où est représenté mon doigt dans le cerveau, et puis au cortex affectif, donc modulation possible par des émotions. Et à la fois, là une flèche s'est perdue, à la fois du cortex sensoriel et à la fois du cortex affectif, il y a des voies inhibitrices qui diminuent la transmission du message douloureux. Voilà, ceci nous permet peut-être de mieux comprendre ce qu'est la vision moderne de la douleur chronique, que je vais vous résumer comme ça. Au fond, on peut dire que la douleur chronique, c'est un équilibre entre les signaux douloureux et les mécanismes qui inhibent, qui bloquent le message douloureux. Et je crois que c'est très intéressant en termes de thérapeutique d'avoir ce concept-là, qui est un concept évidemment simplifié, mais qui nous permet peut-être de mieux comprendre comment traiter la douleur sans aller simplement sur des traitements antidouleurs médicamenteux, mais d'essayer de chercher d'autres voies. C'est ici repris par rapport à mon schéma. L'équilibre entre les signaux et les mécanismes inhibiteurs, c'est bien l'équilibre entre ce qui monte au cerveau et ce qui en descend. Alors, une douleur, à quoi ça correspond au fond ? Il y a beaucoup de causes ou de raisons d'avoir mal, et je vous parle ici surtout de la douleur chronique. La douleur, c'est d'abord, c'est la chose qu'on connaît le mieux, le signal d'alarme d'une lésion identifiée. Que ce soit une fracture, un cancer malheureusement qui ronge un endroit du corps, que ce soit des problèmes qu'on appelle musculo-squelettiques, en tout premier lieu évidemment l'arthrose, ou une fracture qui, malgré le temps habituel de réparation des fractures qu'on estime à 6-8 semaines, continue à faire mal quelques semaines ou quelques mois après la guérison de la fracture, guérison en tout cas selon la médecine. Tous les problèmes articulaires. Et puis, toutes sortes d'autres problèmes qui peuvent faire des douleurs. Mais je pense qu'on va dire qu'en tout cas, dans la population des personnes qui ont le plus souvent mal, qui sont les personnes âgées, ce sont surtout les problèmes musculo-squelettiques et l'arthrose qui font mal. Donc la douleur est un signal d'alarme d'une lésion identifiée. J'ai une arthrose du genou et quand je mets mon poids sur le genou, ça me fait mal, signalant par là qu'il faut que je lève le poids
et que j'arrête de mettre, ou bien que je perde du poids, ou que j'essaye de marcher avec une canne pour ne pas appuyer sur mon genou douloureux. Ça, c'est la partie de la douleur que chacun connaît, qui est assez simple à comprendre et qui, je crois, fait partie de notre expérience et de notre savoir commun. Ce qu'on connaît moins bien, c'est que la douleur peut être aussi la marque d'un circuit nerveux qui est abîmé. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux les douleurs neurogènes. Ces douleurs neurogènes ne sont pas si rares, c'est probablement largement 25% des causes des douleurs que nous voyons dans les consultations de la douleur. Et ces douleurs sont dues au fait que nos nerfs peuvent être abîmés par toutes sortes de raisons, en particulier par le diabète, ou parfois par le zona, ou parfois par malheureusement une amputation, où le nerf reste finalement quelque part sans suite, si l'on peut dire, et toutes sortes d'autres raisons, des atteintes dans le plexus par un arrachement du bras, par exemple dans les accidents de moto, ou malheureusement après les opérations de cancer du sein, on voit ça aussi assez souvent. Toutes ces douleurs-là correspondent non plus à une lésion identifiée des tissus, mais à une lésion des nerfs. Et les douleurs liées, les douleurs qu'on appelle douleurs neurogènes, sont des douleurs où le nerf transmet une mauvaise information. Donc les gens qui souffrent de douleurs neurogènes ont des douleurs très importantes, souvent très intenses, souvent la nuit, et puis surtout des douleurs qui ne sont pas habituelles. Ce sont des douleurs bizarres, avec des sensations de chaleur, de tiraillement, des impressions très bizarres qui rendent la douleur encore plus difficile à supporter. Donc c'est la deuxième grande cause de douleur. La troisième grande cause de douleur, c'est celle, alors beaucoup plus compliquée à expliquer, de la mémoire de la douleur et de l'abaissement des seuils de la douleur. Nous avons un seuil auquel une sensation est ressentie comme acceptable et au bout d'un moment, la sensation devient douloureuse. Pensez à la pression, par exemple. Pensez si on vous pince n'importe quel organe, enfin la peau, ne serait-ce que ça. Au début, ça ressemble plus à du toucher, à une caresse, mais si on pince très fort, ça fait mal. Et le seuil d'apparition de la douleur, c'est le seuil qui, lui, peut être modifié par toutes sortes de facteurs. Alors, aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre des douleurs chroniques, et notamment des douleurs chroniques diffuses, des douleurs chroniques qui sont dans tout le corps, par exemple de la fibromyalgie, sont des douleurs qui sont très, très probablement liées à un abaissement des seuils de la douleur, un abaissement du moment où l'on ressent une sensation comme douloureuse. C'est au fond comme si le niveau d'alerte du corps disant « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, ça fait mal », est à un niveau plus bas. Si vous voulez, pour prendre un exemple qui peut paraître tout à fait trivial, c'est comme ces voitures dont l'alarme anti-vol sonne au moindre souffle de vent. C'est-à-dire que c'est comme si l'alarme anti-vol, en l'occurrence l'alarme antidouleur, est abaissée et qu'une sensation, même apparemment banale, est beaucoup plus vite ressentie comme douloureuse. Alors l'abaissement des seuils de la douleur, c'est vraiment une des trouvailles récentes de la neurophysiologie, c'est-à-dire qu'on a des preuves comme quoi un certain nombre de maladies induisent un abaissement des seuils de la douleur, peut-être certains facteurs génétiques, et puis en tout cas la dépression et l'anxiété, qui très clairement sont démontrés pour abaisser le seuil des sensations douloureuses. Et enfin, dernière cause ou lien avec la douleur, c'est les liens avec les circuits ou les centres des émotions. J'ai mis ici l'empathie, puisque vous savez que dans les découvertes aussi des neurosciences d'aujourd'hui, on sait que l'on est sensible à la douleur de l'autre. Si vous voyez quelqu'un souffrir en face de vous, vous allez ressentir de la douleur, et c'est une des raisons avec lesquelles on explique par exemple les douleurs des personnes qui font des accompagnements en fin de vie, qui ont accompagné par exemple un conjoint qui avait des douleurs et qui, au moment du deuil, présentent des douleurs diffuses, n'arrivent plus à se sortir du sentiment douloureux qu'amène le deuil en tant que tel, mais qui là peut perdurer parfois 2 ou 3 ans. C'est dans les liens entre cette douleur, l'empathie et les centres des émotions. Ce sont aussi les douleurs qui sont par exemple liées à des états dépressifs
On sait aujourd'hui que les états dépressifs peuvent induire des sensations douloureuses sans qu'il y ait de lésion. Alors, la douleur, vous l'avez bien compris, ces circuits qui montent et descendent sont sensibles à de très nombreuses modulations. Et ces nombreuses modulations, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont de divers ordres et elles aussi nous ouvrent des portes sur l'avenir et le traitement. Les modulations sont sensorielles. Le type de lésion en cause, il y a des lésions qui font plus ou moins mal. Ça, c'est une chose qui dépend de la lésion. Et puis, il y a cette fameuse théorie de la barrière, qui est une théorie absolument fascinante, qui, elle, est une théorie qui a d'ailleurs été tout à fait prouvée par les neurosciences, nous montre que toutes les sensations corporelles sont intégrées au niveau de cette corne postérieure de la moelle, de cet ordinateur des sensations, si vous voulez, et qu'elles sont un petit peu triées là. Et que notamment, certaines fibres sensitives vont plus vite que d'autres. Par exemple, la fibre du toucher est plus vite transmise que la fibre de la douleur. Alors, si quelqu'un a mal, ce petit garçon qui est tombé sur son genou, comme vous voyez, si sa maman lui souffle sur le genou, bien sûr, elle fait un acte relationnel, mon pauvre chéri, tu as mal à ton genou, je vais m'occuper de toi, donc elle le rassure. Mais elle fait aussi quelque chose d'antalgique au sens neurophysiologique. Elle fait passer la sensation de toucher, le souffler, avant la sensation de douleur. Et effectivement, ça diminue la transmission du message douloureux. Alors cette théorie qu'on appelle théorie de la barrière est extrêmement intéressante parce que cette compétition entre les sensations est utilisée dans les traitements antidouleurs. Par exemple, lorsque quelqu'un a des douleurs, on va dire un poignet fracturé qui reste douloureux à long terme, une attelle qui sert bien peut changer les choses, et elle change les choses parce que la sensation de toucher, de serrement, prend le pas sur la sensation douloureuse, par exemple. Et puis, dans les modulateurs de la douleur, on a les modulateurs contextuels, évidemment, la situation dans laquelle on est. Si on est tombé dans la rue, on se relève, on ne s'est pas fait trop mal, voilà. Mais par contre, si votre meilleur ami vient de se fracturer quelque chose, si vous savez que vous avez de l'ostéoporose, si la douleur qui apparaît est dans le contexte d'un cancer, tout ça réveille des émotions, des angoisses, et ceci modifie l'expérience de la douleur. De même que l'attention accordée à la douleur. Et vous voyez, le petit garçon, si sa maman s'occupe de son genou en mettant un petit peu de mercurochrome, en soufflant un peu dessus, et puis lui dit « Viens, maintenant on va jouer », il y a beaucoup de chances que tout ça passe très bien. Mais si la maman reste en disant « Mais quelle horreur, je vais t'amener à l'hôpital, ça doit être affreux, etc. », l'enfant va hurler pendant des heures. Donc on sait bien que l'expérience, la manière dont on s'occupe d'une douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, est quelque chose qui a beaucoup à voir avec le vécu douloureux. Et vous le savez, nous le savons tous, l'attention, la distraction nous aide à faire face à la douleur. Toujours dans les modulateurs sociaux. Bien sûr, la douleur est aussi un message à l'autre. Fais attention à moi, je suis fragile, je souffre, enfin, il y a quelque chose d'une demande, et c'est aussi un mode d'expression. Dans les hôpitaux, on voit bien combien les patients peuvent nous interpeller autour de la douleur, pas toujours pour nous parler que de leur douleur, mais pour nous dire qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de soins. Et puis, bien sûr, les facteurs culturels, la manière de parler, de montrer, d'exprimer les mots utilisés pour parler de la douleur sont extrêmement différents d'une culture à l'autre. Il y a des modes culturels de présenter sa douleur, il y a des douleurs plus ou moins autorisées dans les différentes sociétés, et puis il y a des rituels qui utilisent la douleur pour marquer qu'on est courageux, etc. Donc si vous voulez, la douleur a à faire aussi avec les dimensions culturelles. Tout ça pour dire que la douleur, ça n'est pas simple, vous l'avez bien compris, il y a beaucoup de modulateurs, à la fois dans le type de lésion, le contexte, les éléments sociaux et les éléments culturels. Par exemple, il y a de très jolies études qui montrent qu'aux États-Unis, au sud des États-Unis, à Miami, où il y a beaucoup de portoricains, la manière de présenter la plainte par les patients qui sont nord-américains et les patients qui sont portoricains d'origine est très différente.
et que les portoricains se plaignent beaucoup. Mais ils se plaignent beaucoup parce que dans leur culture, on doit se plaindre. Sinon, on n'a pas fait son travail de passion. On n'a pas exprimé ce qui n'allait pas. Donc, si vous voulez, ces différences-là, elles sont importantes à reconnaître. Les modulateurs psychologiques de la douleur, pour terminer sur les modulateurs, c'est bien sûr la dépression. Et la dépression est très souvent associée aux douleurs chroniques. C'est quelque chose que l'on peut comprendre à la fois parce que les gens qui ont des douleurs chroniques, évidemment, vivent quelque chose d'affreusement difficile et peuvent se déprimer, mais aussi parce que le fait d'être déprimé fait qu'ensuite on n'arrive plus bien à se battre contre la douleur. Donc on est pris dans une sorte de cercle vicieux où on ne sait plus par où commencer. On sait que la dépression diminue ces seuils de la douleur. L'anxiété identique diminue le seuil de la douleur, et puis l'anxiété fait qu'on ressent comme menaçant ce que l'on vit. La douleur est vécue comme quelque chose de menaçant. Le deuil est un des grands pourvoyeurs de douleur, et vous le savez, on a tous vécu des deuils. Un deuil amène souvent une sorte d'état douloureux. On a mal partout, on n'est pas bien, avec parfois, comme je vous l'ai expliqué, des identifications avec la douleur de la personne perdue. Et puis enfin, il peut y avoir des situations de reviviscence d'histoires personnelles très traumatiques. On voit ça par exemple chez les personnes migrantes qui ont vécu des périodes très 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 difficiles, qui ont été battues, torturées ou maltraitées dans leur enfance, et où pendant des années tout va bien, puis tout d'un coup, lors d'un événement qui peut être la migration, la douleur revient et semble être revécue dans le présent, en tout cas augmente la sensibilité à la douleur. Donc, beaucoup de complexité dans les circuits, beaucoup de complexité dans les modulateurs de la douleur. J'espère ne pas vous avoir rendu trop confus autour de cette complexité. Alors maintenant, que peut-on faire? Je crois qu'il est important de se souvenir de tous ces éléments dont je vous ai parlé, tous ces modulateurs qui peuvent renforcer ou qui peuvent diminuer la douleur, et qu'au fond, il faut agir autour de la douleur en s'occupant de cette question d'équilibre. C'est vraiment quand l'équilibre est trop fort d'un côté que les gens commencent à se plaindre et à ne plus arriver à s'en sortir. Et je crois que si on réfléchit à essayer de rétablir autant qu'on peut l'équilibre entre ce qui transmet la douleur et ce qui nous permet de la moduler, de la diminuer, on peut arriver en tout cas à soulager une partie des douleurs, y compris des douleurs chroniques. Alors dans les pistes d'action, en gardant en tête ce qui monte au cerveau et ce qui en descend, je vous propose 6 possibilités à réfléchir: de comprendre les mécanismes de la douleur, les modifications physiques, comment on peut agir contre le déconditionnement, comment trouver le bon médicament, comment on peut renforcer ses capacités à faire face et comment on peut chercher de l'aide. Comprendre le mécanisme, donc je crois que vous l'avez déjà bien entendu, il y a bien sûr des causes physiques et dans le corps de douleur, en particulier l'arthrose, les fractures, l'ostéoporose. Il y a différents types de douleurs. Il y a des facteurs qui déclenchent ou qui soulagent la douleur, et ces éléments-là sont des éléments très importants quand on discute avec son médecin ou avec son physiothérapeute ou avec la personne qui s'occupe de vos douleurs. C'est pas seulement j'ai mal, mais quand ça vient, quand ça s'arrête, qu'est-ce qui renforce la douleur, qu'est-ce qui la soulage? Tous ces éléments sont très importants, et nous, à la consultation de la douleur, nous nous occupons beaucoup des tout petites choses, des petits moyens qui peuvent soulager la douleur, parce que si une douleur peut être soulagée, même transitoirement, même partiellement, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir essayer de moduler cette sensation qui n'est pas aussi constante que les gens le croient. Et c'est un point à bien identifier. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ma douleur va mieux? Donc, facteurs qui déclenchent ou qui soulagent. Je perds la souris tout le temps, pardon. Voilà. Il n'y a pas toujours de lésions qui expliquent la douleur. C'est un point qui est vraiment tout à fait important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs très intenses et très dérangeantes uniquement parce qu'on a un abaissement du seuil de la douleur ou bien parce qu'il y a une mémoire de la douleur. Donc, on doit être attentif à ne pas
être tout le temps dans la recherche d'une cause qui souvent amène les gens à faire toutes sortes d'examens qui ne sont pas toujours des examens sans risque. Et au fond, c'est important de comprendre que la douleur, ça n'est pas que un lien entre une lésion et une sensation, c'est une expérience globale dont je vous ai déjà parlé. La collaboration entre le patient et le thérapeute est très utile par rapport à tous les éléments qui sont ceux de qu'est-ce qui augmente ma douleur, qu'est-ce qui la soulage, qu'est-ce qui me fait du bien, quels sont les pires moments, quels sont les meilleurs moments. Et puis, il y a l'utilité des tests thérapeutiques. On essaye parfois quelque chose pour nous conforter dans l'idée que la douleur est, disons, plutôt de type neurogène ou plutôt de type XY. Donc les thérapeutes peuvent avoir des propositions qu'ils vous font, qui ne sont pas de traiter la douleur pour toujours, mais d'essayer quelque chose, aussi pour mieux comprendre comment la douleur réagit aux essais thérapeutiques. Dans les pistes d'action, un point tout à fait important, c'est de modifier le problème au plan physique. Je pense notamment aux douleurs ostéo-articulaires. Les moyens auxiliaires sont sous-estimés dans leur utilisation et c'est regrettable. Le fait d'utiliser une canne quand on a une arthrose du genou ou de la hanche, c'est utile. Et parfois les gens pensent que ça ne sert à rien, de toute façon ma douleur est là, ma hanche est de toute façon abîmée. Ça n'est pas vrai, le fait de ne pas avoir mal est utile. Les attelles sont utiles dans les fractures du bras, dans les fractures du genou. Les ceintures lombaires peuvent être utiles dans un certain nombre de douleurs arthrosiques. Donc tous ces moyens-là sont des moyens qu'on ne doit pas sous-estimer. La thermothérapie, c'est le bain chaud, ça peut être le fango que vous fait le physiothérapeute, mais ça peut être aussi un bain chaud pour relaxer un endroit douloureux, ou au contraire de la glace sur un endroit qui répond mieux à de la glace. Ce sont des choses utiles. La relaxation est utile parce que lorsqu'on a mal, on fait ce qu'on appelle des contractures, on bloque ces muscles et on peut avoir des douleurs qui ne sont plus la douleur initiale mais qui sont liées au fait que l'ensemble de l'organisme est contracté. Et nous voyons beaucoup à la consultation de la douleur des gens qui ont une douleur initiale dans un endroit bien déterminé, on va dire au bras. Hier, j'ai vu par hasard 4 personnes qui avaient des douleurs à la main, mais qui toutes avaient des contractures à l'épaule, à la nuque, et qui, notamment une, a extrêmement bien répondu à de la physiothérapie sur les contractures de la nuque. Et je crois que ça, on ne doit pas sous-estimer l'importance des éléments de thermothérapie et de relaxation. La physiothérapie et la médecine manuelle ont beaucoup à apporter aux douleurs chroniques, notamment à tout le domaine des contractures. Quand on a une arthrose, par exemple de la hanche, on marche mal, on se tient mal et on a vite mal au dos, puis mal à l'épaule et puis ensuite mal à la nuque. On décompense vite un équilibre corporel. Le tai chi, je l'ai mis parce que le tai chi, même si je n'ai pas d'évidence au sens de la littérature médicale, c'est une des thérapies qui permet de bouger dans l'harmonie et c'est quelque chose que l'on peut apprendre à faire ou faire en groupe et qui a vraiment beaucoup d'efficacité en termes de recentration des expériences corporelles. Et puis un autre point qui est celui du déconditionnement. Alors c'est un des points tout à fait essentiels. Les personnes qui ont mal ont tendance à ne plus vouloir bouger, à rester immobiles, et je les comprends bien. Simplement, c'est vraiment quelque chose qui peut amener des douleurs secondaires, et je crois que c'est très très important chez les gens qui ont des douleurs chroniques, en particulier ostéo-articulaires, de travailler à faire quelque chose, même si c'est 3 fois 5 minutes de marche, ou 2 marches d'escalier, puis ensuite 3, puis ensuite 4, c'est important. Et le déconditionnement est vraiment une des choses qui est un générateur de douleurs secondaires, ce qui fait que la personne ensuite a mal partout, n'arrive plus à se mobiliser. Je crois que c'est un point sur lequel nous, les médecins, nous insistons beaucoup. D'ailleurs, les études nous donnent raison, puisqu'on a montré aujourd'hui que dans les douleurs aussi aiguës que des douleurs sciatiques, on mettait autrefois les gens au lit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en tout cas moi quand j'étais jeune médecin, quand on avait des gens qui avaient une sciatique, on les mettait au lit 1 semaine, 10 jours. Aujourd'hui, on les met au lit 2 ou 3 jours et l'évolution des gens qui ont été au lit seulement 2-3 jours est meilleure à moyen terme que de ceux qui sont restés longtemps immobilisés. Donc attention au déconditionnement.
Quatrième point, chercher le bon médicament. Alors celui-ci paraît le médicament parfait puisqu'il traite douleur, malaise, fatigue, fièvre et insomnie. 12 cachets, la calmine, je vous la recommande. Je l'ai trouvée au marché aux puces dans un bac de brocanteur. Mais nous avons des médicaments qui sont, on va dire, des équivalents mineurs de la calmine, aujourd'hui avec une palette de médicaments antidouleurs qui est tout à fait considérable. Et pour traiter les douleurs, nous avons ce qu'on appelle les médicaments antidouleurs proprement dit, les médicaments anti-inflammatoires dans les circonstances où il y a un élément qu'on appelle inflammatoire, qui sont souvent utiles dans les douleurs ostéo-articulaires d'ailleurs. Il y a bien sûr la morphine et tous ses analogues. Et puis, dans les douleurs neurogènes, mais aussi dans un certain nombre de douleurs avec un abaissement du seuil de la douleur, les antidépresseurs et les antiépileptiques qui ont une très bonne efficacité sur le seuil de la douleur et qu'on utilise à cause de cela. Alors, les médicaments, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire une revue, ça ne serait pas adéquat, des médicaments. Simplement dire que je crois qu'aujourd'hui, c'est important que les gens qui souffrent de douleur se rendent compte que les médecins travaillent par essai dans le domaine de la douleur. On n'a pas une recommandations universelles à faire. On a des recommandations générales sur par quel médicament commencer et quel médicament dans quel type de douleur, mais c'est vrai que l'individualité de chacun est très importante et que ce médicament qui va marcher chez l'un ne marchera pas si bien chez l'autre, que les effets secondaires majeurs de l'un n'existeront pas du tout chez l'autre, et que dans la même classe de médicaments, il y en a un qui va beaucoup mieux marcher qu'un autre, pour des raisons qui ne sont pas toujours rationnelles. Et nous, en tout cas nous, les spécialistes de la douleur, nous essayons beaucoup des essais avec chaque personne qui vient nous voir en disant « j'essaye ». Nous commençons souvent à dose basse pour éviter les effets secondaires, pour voir la tolérance, et puis on augmente progressivement jusqu'à la dose qui va être efficace ou qui va être tolérée par la personne. Et puis on va surtout tenter de réévaluer ce qui s'est passé, de ne pas donner un médicament et puis tout est réglé, mais de bien faire attention, de réévaluer la situation. Et là, les personnes qui souffrent de douleur peuvent nous aider en notant, par exemple, ce qui marche, le moment où ça marche, les durées d'efficacité des médicaments, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Donc, un grand mouvement vers l'individualisation des traitements aujourd'hui, un mouvement vers l'individualisation des traitements, d'autant plus que nous avons ce qu'on appelle des métabolismes, des manières de traiter les médicaments dans le corps qui sont très différentes d'une personne à l'autre, c'est de plus en plus connu, et que de plus en plus nous allons vers même des cartes génétiques de tolérance des médicaments. On fait, nous, maintenant, chez les gens qui ne supportent rien, chez les gens qui ont des douleurs très importantes mais qui ne tolèrent aucun médicament, qui ont des effets secondaires extrêmement rapides, des mesures du métabolisme pour mieux comprendre quels seraient les médicaments le plus adaptés à cette personne. Et puis, un autre élément qui appartient aux personnes qui souffrent, c'est ce que j'ai appelé la mesure du coût-bénéfice en termes d'effets secondaires. Est-ce que le bénéfice antidouleur de ce médicament m'apporte plus que les effets secondaires que je ressens? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je préfère le prendre au coup à coup plutôt que systématiquement, parce que les effets secondaires sont importants? Est-ce que c'est seulement le jour où je sors traditionnellement avec un groupe d'amis ou le jour où je vois mes petits-enfants ou je ne sais pas, que je vais prendre le médicament? Les autres jours, je préfère ne pas le prendre. Et ça, c'est quelque chose qui appartient à la personne qui souffre. Et je crois que de plus en plus, on essaye d'aller vers des traitements qui sont vraiment adaptés à la situation de chacun et à son mode de vie, sans parler de son métabolisme. Renforcer les capacités à faire face. Alors, c'est toutes les choses qui vont dans le sens de la distraction et du détournement d'attention. Ça n'est certainement pas pour dire qu'il suffit de penser à autre chose pour que la douleur disparaisse. C'est évidemment pas comme cela. Mais il est vrai que les douleurs, même importantes, sont sujets à distraction et qu'il y a des moments où, on le sait bien, ça a été montré neurophysiologiquement, et puis c'est l'expérience quotidienne. Un des prédécesseurs du professeur Junot, qui était le professeur Jean Favre,
qui était Jean Fabre, qui était aussi membre de l'UNI 3, je crois, qui était alors mon maître, celui qui m'a vraiment formé en médecine, lui avait des douleurs très importantes neurogènes et il me disait toujours « Ah, mais moi, ce que je fais, c'est que j'écris, l'attention me calme mes douleurs. Comment vous expliquez ça ?» Et il était très fasciné par le fait de ces douleurs très très importantes qu'il avait et qu'il gênait beaucoup, et comment ces douleurs pouvaient, au fond, être moins dérangeantes au moment d'une concentration sur une occupation, en l'occurrence intellectuelle. Donc la distraction et le détournement d'attention, c'est pas juste « mais oui, occupez-vous d'autre chose ». C'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé si on peut. Et dans le même sens, les approches corporelles, tout ce qui peut aller dans le sens de favoriser le toucher plutôt que la sensation douloureuse, on est toujours autour de la théorie de la barrière, sont utiles. Le bain, chaleur, les crèmes, les massages, toutes ces choses-là ont une utilité. La relaxation également, et donc ce petit garçon, on va essayer de détourner son attention, on va souffler sur son endroit douloureux pour utiliser les mécanismes de protection qui existent chez nous de la douleur. 5e piste, renforcer ses capacités à faire face. Je vous ai mis là 2 techniques qui sont plus ou moins prouvées dans leur efficacité. L'acupuncture, en termes d'études médicales strictes des journaux médicaux qu'on nous recommande à la faculté, ont été prouvées surtout dans les maux de tête et dans certaines douleurs ostéo-articulaires. Elles n'aident pas tout le monde, mais notamment dans le domaine des maux de tête, elles arrivent très bien à diminuer les douleurs. De nouveau, pas chez tout le monde. Et puis l'hypnose, par contre, alors vraiment fait l'objet de plus en plus d'études extrêmement bien faites qui montrent que l'hypnose peut aider toutes sortes d'états douloureux, des situations douloureuses compliquées, dans divers types de douleurs, mais de nouveau, pas chez tout le monde. Néanmoins, ce sont des techniques qui méritent d'être essayées parce qu'elles peuvent amener des améliorations, en tout cas dans un certain nombre de cas. Dernière piste d'action, chercher du soutien. Je crois vraiment que ça n'est pas facile d'avoir mal de manière chronique. Et d'ailleurs, dans l'étude Pain in Europe, que je vous ai présentée au début, où on voyait qu'énormément de gens souffrent de douleurs, 28% des gens qui souffraient de douleurs en Europe ont dit « je me sens abandonné à mes douleurs ». Et c'est vrai qu'on est vite découragé par la douleur. Les médecins sont parfois interpellés par des douleurs qui durent. On n'a pas toujours toutes les possibilités pour faire tout le travail d'exploration autour des douleurs des gens. Et je crois que c'est très important d'avoir un endroit où on peut s'en plaindre. Parce que finalement, les amis, le conjoint, c'est pas si facile. Alors, pourquoi pas une infirmière, pourquoi pas le physio, pourquoi pas quelqu'un, psychothérapeute, la personne qui fait de la relaxation, qui permettent de dire à un certain endroit, franchement, c'est difficile, pour qu'on ne soit pas tout le temps en train de se plaindre, sans se plaindre, etc., mais qu'on ait des espaces, qu'on accepte que c'est difficile d'avoir mal et qu'on peut chercher de l'aide. Un deuxième point qui me paraît important, c'est d'identifier ses priorités. Il y a des moments où on peut supporter des douleurs. Et puis il y a des moments où, franchement, ça tombe extrêmement mal. Et peut-être que si on arrive à diminuer les moments les pires, c'est la chose qui va être la priorité pour quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre, ça sera d'enlever tout à fait les douleurs. Pour le troisième, c'est de ne pas avoir mal la nuit. Chacun a des priorités qui sont très différentes. Vos priorités de personnes qui souffrent, ou celles des personnes qui souffrent que vous connaissez, je crois qu'il vaut mieux les identifier. Qu'est-ce que la douleur vous empêche de faire ? Où et à quel moment elle interfère dans le quotidien. Une des choses insupportables, c'est quand la douleur est continuelle. Quand on a des moments où on sait qu'on peut faire quelque chose, ça aide énormément les gens. Alors il faut travailler par étapes, travailler par exemple sur le sommeil, traiter par exemple plus le soir pour que la personne dorme bien, ou bien sur le moment des sorties, ou bien ça dépend des situations. Et puis, essayer de ne pas globaliser, de regarder ce qui fonctionne encore. Ok, on a mal, mais il y a des choses qui vont bien. Et ces choses-là, il faut essayer de les exploiter. Et puis, une chose qui me paraît très importante, c'est la diversité des approches. C'est-à-dire
On n'est pas bloqué dans le traitement de la douleur, bien au contraire, sur une seule approche, qui serait par exemple le médicament ou la physio. Le fait d'avoir plusieurs approches permet d'agir aux différents niveaux de la moelle que vous avez vus. Ça, c'est un point important. Et puis, le soutien psychologique pour les personnes qui souffrent beaucoup de leur douleur et qui sont déprimées, de même que le travail de deuil chez des personnes qui auraient des douleurs qui seraient apparues autour d'un événement de deuil, douleurs qui restent très imprégnées. Et là, parfois, des thérapies de deuil peuvent avoir des impacts extraordinaires. J'ai quelques patients qui ont vraiment se sont sortis de situations qui paraissaient inextricables en pouvant aborder la question des deuils. Alors, en résumé, les pistes d'action, comprendre les mécanismes, les modifications physiques, agir contre le déconditionnement, chercher le bon médicament, renforcer ses capacités à faire face et chercher du soutien. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle? Je termine avec ça en moins de 5 minutes. Conséquences majeures sur la qualité de vie de la douleur, avec très clairement un découragement et un retrait social. On le comprend, c'est évident que d'avoir mal, ça rétrécit les intérêts autour de l'endroit douloureux, ça ne donne pas envie de sortir. D'un autre côté, la distraction, la rencontre, le partage sont des choses qui aident. Donc, réfléchir au danger du retrait social. La peur des médicaments et de la dépendance, dans l'étude Pain in Europe, c'est 40% des gens qui ont peur de cela. Peur des effets secondaires, 60% des gens qui ont des douleurs interrogées dans l'étude ont peur des effets secondaires. Et ça mène à des traitements médicamenteux qui sont souvent insuffisants. Je crois que sans vouloir du tout faire l'apologie des médicaments, on a des possibilités de traitement. Si celui-ci ne vous va pas, il y en a un autre, il faut l'essayer. Si cet effet secondaire-là est intolérable, essayons une autre classe de médicaments. Si cet effet est insupportable, est-ce qu'on ne diminue pas d'un tiers la dose plutôt que de tout arrêter? Il y a des possibilités de travailler avec la très grande palette de médicaments que nous avons, et je crois que ça vaut la peine de chercher. Nous faisons beaucoup des rotations de médicaments dans nos thérapeutiques. Ça ne veut pas dire essayer un jour et puis arrêter, bien au contraire, il faut essayer suffisamment de temps, mais ne pas se décourager par un échec en disant rien ne va. Essayez, il faut se donner la possibilité de voir si une autre classe de médicaments ne pourrait pas vous aider. La médiatisation et la publicité sont souvent tellement positives. On peut traiter toutes les douleurs. Quand vous regardez les articles de presse, on a tellement découvert de choses dans la médecine. On sait aller sur la Lune, on sait traiter, faire des greffes de doigts, on sait faire... enfin, vous voyez bien. Et puis la publicité, y compris celle que l'on voit dans la rue sur les médicaments, est ultra positiviste. Tout va bien, c'est conquérant. Alors, quand on a mal, on se dit non mais moi... je ne suis pas la même personne que celle que je rencontre dans la publicité, je dois avoir quelque chose de spécial, on ne me comprend pas. Et je crois qu'on peut avoir par moments des sentiments, on voit des patients qui ont vraiment un vrai fatalisme et une vraie honte d'avoir des douleurs et de se plaindre. Et puis, un autre point, c'est cette attente que crée aussi la publicité et la médiatisation d'une disparition totale de la douleur. Au fond, quand on a des douleurs chroniques, comme les patients des études que je vous ai montrées, qui ont mal depuis jusqu'à 15, 20 ans, on ne va pas d'un coup pouvoir enlever toute la douleur, mais on va pouvoir moduler des événements douloureux, comme je vous l'ai montré. Je crois que la recherche d'une cause à tout prix, des examens répétés pour chercher une cause, souvent est plus risquée que bénéfique. Quand on a mal depuis 20 ans, il est rare qu'il y ait une cause dans le corps autre que des contractures, un déconditionnement. Donc, plutôt essayer de trouver le traitement de la douleur qui convient à la personne que de chercher à tout prix une cause. Néanmoins, le sentiment d'être incompris et les malentendus sont fréquents parce que les personnes qui souffrent ont l'impression de ne pas être comprises, pas prises au sérieux. Et je crois que c'est important de comprendre que ça n'est pas très simple de traiter la douleur. On a beaucoup de moyens, mais on a aussi, malheureusement, derrière les moyens, des effets secondaires et des intolérances de la part des gens qui reçoivent les traitements. La publicité conquérante, vous voyez ici, le corps domine la douleur. Ici, une dame déprimée à ce qu'il suffit de donner tel et tel antidépresseur et qui ne l'est plus du tout. D'autres points sur les obstacles. Les médicaments, j'en ai parlé. Faisons des titrations plutôt que d'arrêter un médicament. Prenez
il faut essayer d'aller de manière progressive, mais avec des doses suffisantes. La peur de la dépendance, alors à ce moment-là, mettons en priorité ce qui, pour la personne concernée, est le plus important, ciblé sur les priorités, comme je l'ai dit, le sommeil, la journée, les activités. On sous-estime beaucoup les petits moyens, j'insiste là-dessus, parce que les petits moyens, la distraction, la mobilité, les contentions, les massages, le chaud, le froid, sont des choses extrêmement utiles. Elles agissent aux différents niveaux de modulation de la douleur et on les sous-estime. De même que les approches combinées, on peut prendre des médicaments, de la physio, des massages, de la relaxation et un groupe de parole. Les obstacles fréquents et évitables, je termine avec cela. Le déconditionnement et l'immobilité, qui risquent de renforcer la douleur. Il faut essayer de ne pas rendre le handicap plus important en ne bougeant pas. C'est très important que les gens qui souffrent de douleur essayent de se mobiliser, même si c'est un petit peu. Et puis enfin, le découragement et la dépression. Il ne faut pas sous-estimer leur importance. Il faut vraiment les prendre en compte et accepter de se faire aider. Il n'y a aucune honte à se sentir déprimé quand on a mal. Ça fait partie de la douleur chronique, vous l'avez vu, chez au moins 25 à 50% des gens. Alors pour terminer, est-ce que les douleurs chroniques sont une fatalité? J'espère vous avoir montré que la réponse raisonnable est non. Ça n'est pas un non conquérant comme celui des publicités, c'est un non raisonné, on va dire. Les douleurs chroniques sont difficiles à traiter, mais si l'on s'occupe de cet équilibre entre ce qui amène la douleur au cerveau et ce qui module la douleur, on peut arriver à diminuer les douleurs, en tout cas à les rendre tolérables ou à les rendre tolérables pendant des moments de la vie quotidienne des gens qui sont les plus importants. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie beaucoup la professeure Allas pour cette leçon très claire, alors même que vous êtes rendu compte que la douleur est quelque chose de complexe et la prise en charge également, mais qu'elle a su rendre tous les éléments de ces éléments du problème compréhensibles pour tout le monde. J'ajouterais que pour ceux qui veulent en savoir plus, Madame Allas a publié un livre qui s'appelle Le Messager boiteux, mais qui n'a pas mal, aux éditions Médecine et Hygiène, où vous pouvez le commander là-bas si ça vous intéresse. Nous allons maintenant procéder à une pause d'une dizaine de minutes pendant lesquelles vous pouvez poser vos questions auxquelles il sera apporté réponse subséquemment. Voici les questions. Pourquoi mon médecin déclare-t-il que la physiothérapie ou des massages n'aideraient pas en cas d'arthrose des genoux, de l'épaule? Est-ce la peur des sanctions des caisses maladies? Bon, dans une arthrose fixée du genou ou de l'épaule, la physiothérapie ou le massage n'ont pas d'intérêt en tant que tel. Ils en ont par contre lorsqu'il y a des contractures autour de la région arthrosique, ce qui est souvent le cas. Maintenant, la peur des assurances maladie, c'est vrai que nous sommes dans un monde, comme vous le savez, très surveillé en termes de prescription médicale et que les médecins sont surveillés notamment pour savoir s'ils dépassent les quotas moyens des médecins genevois. Donc c'est vrai qu'on est parfois retenu, mais surtout retenu parce que quand on fait une prescription, nous recevons tous les jours des demandes de justification de la physiothérapie. Donc je dirais que oui, la physio, pas en tant que telle pour l'arthrose, mais pour les endroits qui seraient contracturés autour d'une région arthrosée. Et puis la peur des assurances maladie, vous entendez mon soupir, je crois qu'on est pris entre le souhait de contenir les coûts de la santé et les nécessités de chacun. Donc je ne peux pas répondre pour votre médecin, mais je pense que c'est vrai qu'on peut travailler, en tout cas, autour des contractures qui sont autour d'une lésion arthrosique. Votez bien en octobre 2011 pour les chambres fédérales.
Que pensez-vous de la chirurgie du genou ou de la hanche? Est-ce le miracle absolu? Je peux répondre. Je vous en prie. Allez-y. J'ai été opéré pour une arthrose du genou qui était invalidante. On est proche du miracle absolu. Quand ça marche. Oui, je pense vraiment que ça vaut la peine de faire des opérations du genou et de la hanche. Aujourd'hui, elles sont faites de manière très, très routinière, donc on connaît bien les techniques, on a des prothèses beaucoup plus solides, beaucoup plus durables. Maintenant, souvent, la difficulté, c'est la réhabilitation. Et je crois que c'est ça qu'il faut se donner comme temps. C'est un vrai temps de réhabilitation après la pose d'une prothèse, afin de retrouver une mobilité équilibrée. Miracle absolu, quand ça marche, c'est formidable. Il y a des situations où ça ne répond pas à tous les problèmes, et dans ce cas-là, il faut aller chercher les problèmes périarticulaires que les rhumatologues, par exemple, vont pouvoir bien identifier. Pouvez-vous en dire plus sur l'hypnose médicale comme antalgique? Comment fonctionne-t-elle? Est-ce différent d'une méthode positiviste qui chercherait à graver dans l'esprit du patient la conviction qu'il va bien et qu'il n'a pas mal? Oui, alors c'est intéressant. Sur l'hypnose, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui sont en cours actuellement. Il y a beaucoup d'études qui montrent l'efficacité de l'hypnose comme antidouleur. En fait, la suggestion hypnotique d'antalgie, vous avez moins mal, modifie le seuil de la douleur. Ça a été largement prouvé. Alors, maintenant, bien sûr, vous me direz que si je vous regarde droit dans les yeux, avec un grand sourire, que vous avez grande confiance en moi et que je vous dis vous aurez moins mal, peut-être aussi que ça pourrait marcher. Néanmoins, l'hypnose médicale a vraiment clairement une capacité à diminuer à augmenter le seuil de la douleur. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être utilisé quand on peut avoir accès à ces méthodes. Que pensez de la tendance de nos politiques à vouloir tout objectiver et ne plus tenir compte de la souffrance psychique, notamment pour l'attribution des rentes AI, maladies psychiques, sinistroses, etc.? Alors, je pense qu'il faut bien voter en automne pour les chambres fédérales, comme disait le professeur Junot. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'AI a un durcissement absolument notoire, qui est tout à fait clair, que notamment toutes les causes de douleur qui ne sont pas objectivables, malgré la définition de la douleur, comme quoi la douleur existe même si on n'a pas de lésion, sont mises en cause par l'AI, et donc l'AI refuse le remboursement d'un certain nombre de syndromes douloureux qu'il considère comme non objectivables, ce qui est très, très difficile à vivre par les patients, parce que pour eux, c'est aussi une non-reconnaissance de leur état de malade, et c'est tout à fait difficile. On est là de nouveau dans une bataille entre les coûts de la santé et les coûts sociaux et le bien-être de chacun. Donc ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est important en tout cas que les médecins reconnaissent bien la souffrance de leurs patients et les aident à faire face à la douleur et à ses difficultés. Les assurances sociales, on est dans un autre monde. Je n'ai pas de recette sur ça. Connaître la cause de mes douleurs m'apparaît l'élément essentiel pour les accepter et les traiter, ce qui implique un diagnostic fondé. Est-ce vrai? Oui et non, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec des douleurs, on a tendance aujourd'hui à considérer que des douleurs chroniques, c'est un syndrome douloureux en soi, une maladie en soi, si vous voulez, que l'on va traiter parallèlement à la recherche de cause. Et que la recherche de cause est une des manières de traiter, mais ça n'est de loin pas la seule. Alors évidemment, la douleur peut être un signal d'alarme et elle nécessite l'alarme qu'elle recouvre doit être recherchée. Mais on ne doit pas aller que sur des examens sans oublier de traiter la douleur. Ça me paraît dommage. Et en oubliant de traiter la douleur. Je crois qu'il faut vraiment mener les deux choses en parallèle. Et que, je pense vous l'avoir montré, il y a des douleurs tout à fait réelles qui sont liées à des abaissements centraux du seuil de la douleur pour lesquels on ne va pas trouver de cause, même avec les meilleurs examens du monde. Certaines personnes auraient le don d'enlever, entre guillemets, la douleur, surtout les brûlures. Que faut-il en penser? Que c'est absolument extraordinaire.
Je suis très admirative de ces personnes qui ont, entre guillemets, le dos et qui, en parlant, en disant des paroles qui sont magiques, qui sont transmises, etc., arrivent à diminuer la douleur. On est dans tout le domaine de je pense, de ce qui a à voir avec l'influence, certainement, l'influence qui guérit. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, notamment anthropologiques. Je ne connais pas les mécanismes de passage entre la personne qui prononce des mots antalgiques et la disparition de la douleur. Mais, il faut dire, les hôpitaux universitaires de Genève aux urgences utilisent aujourd'hui ces personnes qui ont le don pour les brûlures. Quand on a des brûlures, disons de 2e degré, qui ne sont pas très importantes, on fait appel, si les patients le souhaitent, à ces personnes qui ont le don, et ça marche dans un certain nombre de cas. La question du don antalgique dans le cas des brûlures est le départ du livre magnifique de Patrick Lemoine sur le placebo. Alors, voilà, je le replacerai dans la magnificence des effets placebo, qu'il ne faut pas déprécier et regarder avec ironie, c'est quelque chose qui marche aussi. Existe-t-il à l'hôpital un centre de consultation des douleurs chroniques qui orienterait les patients? Oui, il existe un centre qui s'occupe des douleurs chroniques, une consultation ambulatoire où les patients sont référés par leur médecin traitant. Mais c'est une consultation qui ne répond pas rapidement. Les délais d'attente sont de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et surtout, ce n'est pas la consultation de la douleur qui suit les patients. C'est un avis donné au thérapeute qui réfère. C'est la même chose à Lausanne et dans les autres centres de la douleur. Maintenant, je vais grouper 3 questions relatives à des problèmes de fibromyalgie ou d'arthrose. En somme, quelle est la place de la nourriture, éventuellement de changement de nourriture, dans la genèse ou le traitement de ces affections? C'est un domaine probablement très émergent. Quand on parle de fibromyalgie, un certain nombre de personnes pensent que des allergies, je mets quelques guillemets, alimentaires peuvent contribuer à la fibromyalgie, les protéines du lait, le cadmium, enfin d'autres choses. Et ça, ce sont des choses qui sont dites. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a un certain nombre d'évidences que des manipulations alimentaires peuvent modifier le vécu douloureux. Et puis, la nourriture modifie certainement l'efficacité des médicaments. Ça a été très bien prouvé dans autre chose que la douleur, qui est par exemple la maladie de Parkinson. La manière de manger le soir peut modifier les niveaux thérapeutiques dans le sang des médicaments anti-parkinsoniens et mener à des améliorations de l'état des gens qui ont, vous savez, les gens qui ont un Parkinson souvent prennent des médicaments et ça ne dure pas assez. Alors ils vont assez bien, ils sont moins rigides et puis tout d'un coup, ils retombent dans la rigidité parce que le médicament n'est plus efficace. Alors on arrive avec des manipulations médicamenteuses, par exemple pas de protéines le soir ou des choses comme ça, à améliorer le traitement. Là, je parle du Parkinson. Pour la douleur, dans les écrits classiques sur la douleur, on n'a pas, à ma connaissance aujourd'hui, beaucoup de choses sur combien la nutrition pourrait modifier la douleur, si ce n'est évidemment via le poids, si ce n'est via les interférences médicamenteuses. Or, la fibromyalgie ou la question des protéines, notamment lactées, est quelque chose qui est beaucoup décrit. Bien, nous arrivons au terme de cette séance avec, c'était la dernière question. Encore une fois, je remercie ceux qui ont contribué à l'animation de ce débat et surtout la professeure Alas pour son excellente leçon. Merci. Vous le gardez ?